Voilà, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va consacrer cet instant qu'on va passer ensemble à la présentation en fait d'un encodeur qui est pas encore très connu de tous justement, mais qui va très bien, qui passe partout, qui est compatible sur tous les formats d'OS, donc on a Windows, Mac, Linux, etc. Alors j'avais déjà présenté un encodeur de ce type, c'est celui-ci, le QWinFF. Et donc il y a une vidéo entière qui est consacrée à ce petit encodeur, vraiment tout petit mais hyper efficace, qui utilise en fait l'encodeur FFmpeg qui est assez insupportable à utiliser quand on débute justement dans la vidéo, donc puisqu'en fait il est en ligne de commande. Donc ça c'est un peu si on veut la vieille version. Moi je l'utilise parce qu'il a une faculté que l'autre n'a pas, mais enfin l'autre a d'autres facultés. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui Handbrake. Et c'est un peu la version finalement mature de celui-ci. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer où aller le télécharger. Donc là, c'est le site internet handbrake.fr. Et en fait, on voit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a effectivement toutes les versions disponibles ici, Mac, Windows, Linux. Alors j'essaie de vous montrer si possible des encodeurs qui fonctionnent partout, puisque aujourd'hui, je pense que on a pratiquement autant d'utilisateurs Mac que d'utilisateurs PC, surtout dans le monde de la vidéo sur YouTube. Je pense que les producteurs de vidéos sur YouTube sont beaucoup sur Mac. Moi je suis vraiment un hybride en fait, j'utilise vraiment les deux. J'ai eu même un temps utilisé Linux, mais bon là on est vraiment peu, c'est surtout utilisé par les serveurs informatiques. Donc là on a vraiment de nouveau un système mais qui est beaucoup plus mature que l'autre, que le petit encodeur, et en fait en plus il tourne partout, donc là on est vraiment bien. Donc voilà, vous irez sur le site Handbrake, et puis en plus c'est gratuit et c'est open source. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Donc en plus de tout ça, de toutes ces capacités, en plus il est gratuit. C'est pas étonnant hein, souvent de voir des logiciels assez capables, disons, qui sont bien aboutis, comme Blender par exemple, qui est complètement gratuit et open source, et qui sont des petites merveilles. Donc il faut pas sous-estimer, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est mauvais ou que c'est pas abouti. Des fois bien au contraire, puisque les communautés sont juste colossales des fois autour de certains logiciels, comme Blender par exemple, c'est une fondation et il y a beaucoup de développeurs de par le monde. Donc on va regarder un petit peu ça de plus près. Après je vous explique pas comment l'installer, on est d'accord hein. Faites-moi dans les commentaires si vous savez pas l'installer, mais je pense qu'il y a des dizaines de milliers de vidéos qui expliquent comment installer des programmes. On va pas faire ça maintenant. Alors il suffit, là je vous ai pris 3 petites vidéos de plus qu'un giga. Donc en fait on les drague simplement dedans, donc il se présente comme ça, on est directement prêt. Là, il fait une rapide petit scanning. Ça c'était une vidéo que j'avais fait sur un musée, enfin bref. Et ici on voit la dimension de sortie, donc on a les trucs qui vont un petit peu dans l'ordre. Il n'y en a pas beaucoup à régler, on sait que la sortie sera un MPEG 4, on sait qu'elle aura cette dimension. Alors disons que moi j'ai envie de faire une plus petite, par 720. Pour celle-là, vous allez voir qu'on peut même faire du batch. On peut donc en faire plusieurs versions de la même, ou encoder plusieurs vidéos en même temps. Enfin, pas en même temps, elles vont se faire dans l'ordre en fait qu'on les setup et qu'on les ajoute dans la petite ferme de rendu si on veut. Ici, on a quelques options après qui servent pas forcément. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les options. Ici, on a aussi des fonctions qu'il n'y a pas dans l'autre. Le denoise que j'ai pas testé d'ailleurs. Donc on va pouvoir enlever si on a du bruit par exemple dans l'image. Il y en a plusieurs comment dire, il y a plusieurs setups, il faut les tester avec plusieurs forces. Donc voilà, je les ai pas encore essayés, donc vous les testerez. Après on a ici on a plusieurs possibilités de sortir en vidéo. On a même le H265 qui est disponible. Donc aussi à faire des essais la plupart du temps sur internet pour faire des vidéos pour les sites comme YouTube, Instagram, etc. C'est le MP4 H264. Donc là il est de base, vous n'avez rien à régler. La qualité, il n'y a quasi rien à setuper. De base elle est assez suffisante. Si on veut un peu plus de qualité, en fait on descend dans les chiffres. On ne doit pas monter, en fait c'est l'inverse, inversement proportionnel. Donc on va descendre plutôt que de monter pour avoir de la qualité. Et après, ici, on peut simplement dire la même chose que la source qui permet de régler automatiquement le framerate. Si on le connaît, par contre, eh ben, on va le setuper manuellement. On peut dire pour encoder un petit peu plus vite, donc priorité à la vitesse ou priorité à la qualité. On peut avoir un average, donc on peut faire un 2 passes encoding avec une accélération sur la première passe. Si on fait 2 passes, moi je ne conseille pas le turbo first pass, disant qu'il faut qu'elle serve vraiment à quelque chose. La première analyse
finalement le média, et ensuite la deuxième passe elle fait vraiment le codage. Après on peut lui donner justement un target en kilobits par seconde et pas mégabits par seconde, donc justement il faut bien setuper en kilobits par seconde. Peut-être je ferai une vidéo aussi sur les qualités, parce qu'en fait j'en ai jamais fait, et puis c'est souvent un truc que les gens arrivent pas très bien à piger en fait, surtout la différence entre un constant et un average dans le bitrate, où on a un target et puis on essaie de s'approcher du target, mais parfois quand on n'a rien qui bouge à l'image, on aura une baisse en fait de l'encodage qui fait qu'on économise de la place. Un peu comme la compression MP3 finalement, quand il y a des passages qui sont un peu flat comme ça descend en data rate, et puis en fait quand tout d'un coup on a une masse d'informations, en fait on va monter. Dans la vidéo, si on veut, l'équivalent c'est par exemple quand on va filmer un ciel bleu avec juste un avion qui passe, ça va encoder surtout l'avion qui passe, et puis ça va reporter finalement l'information d'une image, ça va la mutualiser interimage sur typiquement le ciel bleu qui bouge pas, qui reste bleu. Par contre, typiquement si on filme un arbre et qu'il y a du vent, en plus les feuilles bougent et en plus on bouge nous dans l'image et que toutes les feuilles sont à l'écran, là on va avoir une montée du data rate. Faudrait que je fasse vraiment une vidéo là-dessus, puis je vous montre des exemples, surtout la différence de poids de fichier entre un fichier où on filme un ciel bleu et où on bouge presque pas, et celle où on filme un arbre finalement qui bouge et où nous bougeons aussi, et vous verrez tout à fait avec le même setup les différences en variable bitrate, les différences de poids final du fichier, c'est assez violent, et ça prouve justement que ça marche comme ça. Voilà. Donc après on a l'audio. Moi je vous conseille de passer au moins à 192, c'est l'équivalent avec des énormes guillemets, mais du MP3. D'ailleurs on peut le régler aussi à 192, on peut, je dis n'importe quoi, mais c'est la référence MP3 pour ceux qui connaissent, ils ont souvent ces valeurs là. Donc dans le AAC finalement c'est un peu la même chose, on retrouve ces fameuses valeurs de 128, 160, 128, on est vraiment, franchement on entend la différence. 192 ça devient dur, faut déjà être un petit peu entraîné. Après à 320 ici, il faut déjà pratiquement être un audiophile, je pense. Perso, moi j'ai jamais entendu de différence, donc pour moi c'est la qualité quasiment CD finalement. Voilà, et puis après on peut abuser, mais je pense que le mieux, enfin moi je mets systématiquement 320, entre 256 et 320, je fais pas vraiment confiance au 192, voilà, mais en tout cas pas en dessous, ça c'est sûr. Après je vais vous montrer aussi, il y a des petits setups, parce que comme ça, des petits presets, ici on va voir par exemple pour le web, on a déjà des setups pour envoyer par email par exemple une vidéo, ou par exemple pour faire du YouTube en 4K 60 images par seconde, il y a déjà tous les presets ici. Général aussi, on a des trucs, voilà, c'est quand on n'a pas envie de se creuser la tête. Moi j'aime bien en fait l'onglet production, parce que typiquement pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des proxys, comme moi je fais ça un petit peu ces derniers temps, si on utilise un programme de montage qui fait pas lui-même les proxys, on va justement pouvoir sélectionner ici une petite taille de vidéo 540p ou 1080p. Donc à ce moment-là, on peut très bien faire son export, typiquement quand on a fait un fichier master après sa production. Le fichier de montage, par exemple, qui va servir à faire plein d'autres petits sous-fichiers qui vont être installés un peu partout, des fois sur des sites web, etc. On va faire un fichier master, et ensuite on pourra créer typiquement la version pour YouTube, etc. On pourra la créer avec celle qui s'appelle proxy. C'est un peu faux de faire ça, mais ça marche très bien, puisqu'en fait tout est déjà parfaitement réglé. Donc la taille de sortie en Full HD par exemple, ici on a tout qui est sur off, ce qui est parfait, parce qu'en fait c'est pas le cas si on n'utilise pas la fonction proxy là. Il faut pas oublier de les décocher en fait, le désentrelacement, etc. Ici on a déjà une bonne qualité, pour ça que je vous dis, utilisez peut-être ça si vous faites de la Full HD. Utilisez la fonction proxy ici dans les presets, et en 1080p il y a déjà tout qui est juste, c'est ma source, donc vous n'avez jamais à vous poser la question du nombre d'images par seconde. Voilà, audio 320 comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est parfait, stéréo 320, il n'y a absolument rien à dire de mon point de vue. Encore une fois, il y a peut-être des gens super experts qui font ça matin et soir, qui me diront le contraire, mais je pense que jusqu'à maintenant ces réglages là se défendent très bien. Voilà, donc ça montre qu'ici on a vraiment une capacité d'aller très vite pour pouvoir préparer des médias dans différents formats. Alors maintenant je vous montre un petit peu la finalisation. On va ajouter finalement après ça ah oui, il faut juste dire vers où on sort. Alors on va mettre par exemple, je sais pas, 12 ou 1, fichier 1 par exemple, MP4, bureau, enregistré. Et puis on va pouvoir l'ajouter
ici dans la liste d'attente. Ou alors on pourrait directement starter l'encodage. Mais disons que là j'ai envie d'en faire par exemple un deuxième. Alors je le mets. Vous voyez que ça va assez vite. Production, voilà, 1080p, tout est déjà réglé. Donc disons que c'est des fichiers qui sont par exemple, je sais pas, en 4K, puis que j'ai pas envie de diffuser en 4K, ou qui sont par exemple dans un format en ProRes 4.2, et puis ben, justement j'ai pas envie d'envoyer ça dans YouTube, j'ai envie que ce soit un MP4 bien fait, et ben je vais le passer là à travers, et puis ça va aller très vite. Je peux m'en faire plusieurs, par exemple 4 ou 5 films préparés, qui sont en format en master, et puis je vais les passer les 4 ou 5 d'un coup, comme ça dedans. Ça m'a servi aussi par exemple à, comme je vous disais, d'utiliser des proxys par exemple en 540p. Je vais prendre par exemple tous mes rushs qui viennent par exemple du 5K ou du 6K comme j'ai fait l'année passée, et je vais les passer dedans, et ça, je vais me faire un queue, et ça va me créer tous ces fichiers en même temps pendant la nuit, pendant que je dors, ou la journée. Et on va se retrouver à la fin directement avec une série de tous ces petits fichiers prêts à être insérés dans le montage et remplacés par la suite une fois que le montage est fait. C'est donc ça le principe des proxys en fait. Et une fois qu'on a ajouté, on a notre liste de travail, et il n'y a plus qu'à cliquer sur Start. Et voilà, on voit que on est en train d'encoder les fichiers. On a le premier qui sort ici. Je vais pas on va pas attendre jusqu'à la fin de la conversion, mais je vous garantis que ça fonctionne très bien. C'est un des logiciels réputés pour faire ça. Alors voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai pas été trop barbant, je ne suis pas rentré trop dans la technique, mais bon, des fois c'est quand même important de pouvoir expliquer quelques petits détails, pas juste survoler les fonctions comme ça. Et je promets de faire une vidéo spécialisée sur la qualité de l'encodage, parce que c'est important justement les encodages pour YouTube, etc. Ou si vous devez diffuser, moi qui ai préparé beaucoup de formats pour les télévisions et les cinémas aussi par exemple, il y a des formats qui sont très spécifiques, et là on apprend bien justement quel type de bitrate on va utiliser, quel type de format aussi. Voilà, donc ça pourrait être toute une petite liste de petites vidéos que je pourrais faire, on verra quand. Donc vous voyez que ça va assez vite, hein. Pourtant, c'est des vidéos qui durent quand même pas mal, plusieurs minutes et tout, donc ça dépend aussi de la machine que vous avez. On arrive à la fin. Je sais, c'est triste. J'aurais bien continué encore un petit moment, mais vous êtes peut-être fatigué déjà. Si vous avez aimé la vidéo et trouvé le contenu utile, merci de laisser un petit pouce bleu. Ça donne de la valeur à mon travail et ça me rend super content. Voilà. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt.